Steve Nadja. Sylviane Goldberg, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation cet après-midi. Vous êtes historienne, notamment ancienne directrice du groupe d'études juives du Centre de recherche historique au sein de l'EHESS. On vous donne notamment le dictionnaire encyclopédique du judaïsme, dont la réédition chez Bouquin en 1996 ont passionné de très nombreux lecteurs, dont moi-même, et qui vous sont grés pour la qualité de ce travail absolument brillant. Et si nous avons le plaisir de vous recevoir à nouveau sur Radio Zik, c'est que vous nous obligez à faire encore un peu de place dans nos bibliothèques pour un livre événement, une somme consacrée à l'histoire juive de France, et publié aux éditions Albin Michel, et vous en assurerez la direction éditoriale aux côtés de 150 spécialistes français et étrangers. Un mot d'abord, Sylviane Goldberg, sur le titre et donc sur l'approche que vous avez choisie, votre intention générale. Pourquoi histoire juive de France et pas plus classiquement histoire des Juifs de France ou histoire des Juifs en France? Parce que c'est pas une histoire des Juifs en France, c'est aussi une histoire des Juifs en France, mais c'est surtout une histoire de France vue et vécue par les Juifs. C'est une manière d'ouvrir la grande histoire de France à une autre vision de l'histoire. Et qu'est-ce qu'apporte cette autre vision de l'histoire par rapport à celle plus classique? D'abord, elle permet de rentrer les Juifs dans le grand récit et en même temps, cette vision montre combien on ne peut pas vraiment séparer les histoires régionales, locales des Juifs avec celles des endroits où ils vivent. On ne peut pas les en séparer pour des raisons géographiques, historiques et aussi culturelles. Et ce sont ces trois éléments qu'on a voulu réunir. Alors, près de 1100 pages, 150 contributeurs, notamment américains. Comment expliquez-vous, Sylviane Goldberg, que les sciences sociales d'outre-Atlantique se soient aussi autant intéressées à l'histoire juive de France et à l'histoire des Juifs en France? En fait, ils s'y intéressent beaucoup parce que l'histoire des Juifs en France est absolument paradigmatique pour toute l'histoire des Juifs dans la modernité. C'est vraiment l'ouverture et l'entrée dans la modernité. Et si on pense outre-Atlantique à la manière dont les États-Unis se sont constitués, il faut garder en mémoire ce qu'a été la Révolution française et ce qu'a été la Révolution américaine. Et donc l'idée... Ce sont deux modèles d'émancipation? Ce sont deux modèles d'émancipation qui ne se sont pas réalisés de la même manière, mais qui au départ se sont réfléchis et pensés sur un tronc commun. Alors cette histoire des relations mutuelles entre la France et les Juifs, comme l'écrit l'éditeur Jean Moutapa, départ avant même que la France n'existe en tant que telle, c'est ce que vous soulignez dans le livre. Quelles sont les premières traces des Juifs en Gaule? Alors, nous avons des traces archéologiques donc qui commencent avec la Gaule, mais surtout, nous savons par Flavius Joseph que à son époque, et nous savons que ça a commencé à l'époque d'Hérode, donc un petit peu avant la destruction du Second Temple. Avant la destruction du Second Temple, les Juifs avaient commencé à s'engager dans des voyages outre-Méditerranée. Nous savons qu'il y avait des Juifs dans les légions romaines. Certains sont arrivés avec les légions romaines en tant que soldats et d'autres sont arrivés en tant que captifs. Mais nous n'avons évidemment pas ni de nom, ni d'adresse à ce moment-là. Mais nous savons que cela a existé. Donc il y a eu des arrivées de Juifs. Quels étaient ces... Alors bon, pour l'époque, on les appelle plutôt des Judéens aujourd'hui que des Juifs. Mais bon, dans les sources latines, on va les appeler des Juifs. Alors on garde le mot juif. On parle beaucoup, on l'apprend notamment à l'école d'âge d'or des Juifs d'Espagne au Moyen-Âge, avec ces perspectives longues que vous permet cette somme absolument brillante et exceptionnelle que je conseille évidemment à tous nos lecteurs. Pour quelle époque qualifieriez-vous d'âge d'or du judaïsme, judaïsme français? Alors moi, j'aime pas l'expression âge d'or, mais bon, c'est quelque chose qui marque et qui prend bien. Mais en même temps, je pense que ça cache un peu la forêt. La forêt, c'est la vie des Juifs en France à une époque qui est extrêmement troublée parce que c'est l'époque des croisades. Et au moment où les croisades démarrent avec le sillage sanglant qu'elles laissent le long des rives du Rhin, c'est-à-dire dans les pays allemands, la vie juive culturelle est florissante.
Et c'est un paradoxe historique. Alors on peut qualifier cette période d'âge d'or. C'est le choix que l'éditeur a fait contre mon opinion d'ailleurs. Mais là j'ai pas gagné. Mais c'est notamment l'époque de Rachid et Tossafiste. C'est Rachid et les Tossafistes. Mais nous sommes au moment où la situation des Juifs est totalement paradoxale parce que intellectuellement ils fleurissent. C'est l'ouverture des académies. Les écoles s'ouvrent un peu partout. Les communautés commencent à exister. C'est un âge florissant, mais il y a aussi des persécutions. Il y a des persécutions locales. Ensuite, il y a l'épidémie de peste noire avec le sillage sanglant aussi que ça laisse, les persécutions contre les Juifs, les mises au bûcher, etc. Et on est en plein paradoxe. Donc, il peut y avoir un décalage entre les dynamiques politiques et les dynamiques culturelles. Oui, parce que il faut imaginer que la France n'est pas du tout un pays monolithique et que même s'il y a déjà un royaume de France, en fait, les seigneurs sont très puissants dans leur région. Et donc la vie des Juifs peut être insupportable quelque part et tout à fait convenable et florissante ailleurs. Cette histoire et cette période donc est marquée au Moyen-Âge donc par des expulsions, notamment en 1182 puis en 1306 par Philippe le Bel. Mais vous écrivez avec une pointe d'humour, l'homme planifie et Dieu rit, affirme le proverbe. En ce qui concerne l'idée d'un royaume de France sans Juifs, c'est bien ce qui se passe. Autant tenter de vider la mer de son sel. En quoi les Juifs sont malgré tout indispensables à ce moment-là au développement et au rayonnement de la France médiévale? Alors là, c'est une partie qui est probablement la plus difficile à monter parce que les Juifs ne sont plus là en tant qu'individus. Il n'y a légalement plus aucune présence juive, mais il y en a dans des domaines qui sont moins palpables que des individus réels, en tout cas dans les limites restreinte du royaume de France de l'époque. On va trouver de l'hébreu dans toutes les bibliothèques. On va trouver des ouvrages dans les bibliothèques des moines, de certains clercs cultivés, etc. On va trouver des représentations de juifs au fronton des cathédrales, des églises, et ils vont surgir aussi dans la culture classique française. Et donc il y a une présence juive extrêmement importante, bien que dans les textes, il n'y a plus de juifs en France. Et c'est un paradoxe qui a pu donner lieu à ce qu'on a appelé le juif virtuel en l'opposant au juif réel, mais évidemment dans d'autres contextes. Alors les ruptures dans l'histoire de France correspondent parfois souvent à celles de l'histoire des Juifs. Ce fut notamment le cas en 1789-1792 avec à la fois la Révolution et l'émancipation des Juifs. Pourquoi est-ce une date absolument décisive dans cette relation, dans ces relations mutuelles entre la France et ses Juifs, selon vous? Il faut élargir un peu le champ pour comprendre la situation. Dans l'Empire des Habsbourg, en 1781, Joseph II a édicté les premiers édits de tolérance. Ces édits de tolérance permettaient aux Juifs et aux autres confessions d'avoir des droits de citoyenneté limités et de participer à la vie sociale du pays. Autrement dit, d'aller à l'école, de commencer des études à l'université et surtout d'avoir accès à l'état civil. C'est extrêmement important parce que ça va irradier toute la pensée des Lumières et des monarques absolus. Lorsque Louis XVI confie à Malesherbes la tâche ardue de résoudre la situation des protestants, dès qu'il aura fini avec les protestants, il lui confie la tâche de résoudre le problème juif. Pourquoi faut-il résoudre le problème juif? Parce qu'il y a des populations juives en France depuis des siècles. Alors j'ai dit qu'on les avait expulsées, mais il y en avait quand même dans certaines régions. Et il y en a eu surtout d'autres qui ont été rattachées à la France sous Louis XIV. C'est-à-dire au XVIIe siècle, l'Alsace, la Lorraine ont été rattachées à la France et la population de juifs non existants, donc, s'est singulièrement augmentée. Ces juifs non existants, il y en avait aussi dans le sud de la France, rattachement des autres provinces, il y avait les juifs du pape, et il y avait aussi d'autres juifs qui n'existaient pas, qui étaient les nouveaux chrétiens, qui étaient arrivés dans le sud de la France, notamment par Bordeaux, et ceux qui étaient appelés les marchands portugais, donc qui avaient reçu le baptême, mais dont tout le monde savait qu'ils étaient des juifs baptisés, en quelque sorte. Donc il y avait vraiment des juifs en France. Et au XVIIIe siècle, Paris
recevait un grand nombre de juifs parce que Paris représentait le lieu central, en fait, d'où partait tout le commerce vers l'Angleterre, vers l'Allemagne et d'autres régions, et venaient s'installer à Paris pour des périodes plus ou moins longues, des juifs venus d'Alsace, de Lorraine, du Comtat venessin, de Bordeaux, de Pérorade, et puis aussi des juifs qui venaient de l'Empire tsariste, de Pologne, de Hongrie, de Roumanie, etc. Mais la France ne tolérait pas l'existence des juifs en France. Il fallait régler le problème. Et en plus, ils avaient la mauvaise idée de mourir parfois. Alors déjà, ils sont pas là. En plus, ils meurent sur place. Qu'est-ce qu'on en fait? Donc, il faut trouver une solution légale. Les juifs n'ayant pas d'état civil ne peuvent pas mourir puisqu'ils n'existent pas. Et ils ne peuvent pas mourir, mais ils sont morts. Il faut bien les enterrer quelque part. Alors, un grand livre d'histoire, Sylviane Goldberg, qui paraît un moment d'actualité extrêmement fort. Les Juifs de France ont été, comme beaucoup, stupéfaits, horrifiés par les massacres en Israël du Hamas le 7 octobre dernier. Après la Shoah, comment, à partir de 1948, la place d'Israël a évolué dans l'imaginaire des Juifs de France? Elle a évolué en plusieurs étapes. Je pense que d'abord, il faut dire qu'il y avait plus de Juifs après la Shoah qu'il y en avait avant. Parce que parmi les désastres et les tragédies que la Shoah a commises, il y a eu surtout le fait qu'il n'y avait pas d'endroit où aller en arrière. C'était impossible pour un très grand nombre de Juifs, surtout d'Europe orientale, et parfois aussi pour ceux d'Allemagne, de retourner là d'où on les avait pris lorsqu'ils avaient survécu. Et beaucoup ont choisi la France. Ils sont venus d'ailleurs, pour certains de ceux-là. Ensuite, ils ont été rejoints par ceux qui ont subi la décolonisation. Il y a eu aussi la période où les Juifs ont été rapatriés et sont revenus dans le protectorat français dans les années 60. Mais l'idée d'Israël, elle est née bien avant la Shoah. Elle est née avec Herzl au XIXe siècle, mais pour les Juifs français, et pour beaucoup d'autres d'ailleurs, pas seulement les Français, Israël était considéré comme un refuge pour les Juifs qui étaient persécutés là où ils étaient. Et les Juifs français ne se pensaient pas persécutés jusqu'aux lois de Vichy. Lorsque les lois de Vichy ont été abolies, que la République a été rétablie, les Juifs français ont préféré, pour la plupart d'entre eux, rester en France et retrouver la République telle qu'elles étaient. Avec l'arrivée dans les années 60 des nouveaux venus d'Afrique du Nord, le rapport à Israël a changé parce qu'il y a eu un plus grand nombre de Juifs qui avaient de la famille directe, qui s'étaient installés en Israël parce que, pour des raisons diverses, ils n'avaient pas pu venir en France. Et la guerre des 6 jours a été un choc. Et la guerre des 6 jours a provoqué un choc beaucoup plus puissant encore, parce que l'idée du pays refuge a été ébranlée. Pour tout le monde, y compris pour ceux qui se considéraient comme d'authentiques Juifs français. Est-ce que vous diriez que dans les consciences, l'avenir des Juifs de France, pour eux, est indexé sur l'avenir d'Israël ? C'est difficile à dire. Je pense que les Juifs de France ont chacun un rapport particulier et personnel à l'État d'Israël. Mais l'idée qu'on peut se réfugier quelque part à un moment donné, si les choses tournent mal, et l'idée que les choses peuvent tourner mal, c'est quelque chose qui hante l'imaginaire juif. 4 petites questions avant de nous séparer. Un homme, une femme, une date et un livre pour cette longue histoire juive de France. On peut citer les icônes de la culture française. Simone Veil en premier, Offenbach en deuxième, un livre Proust, il y en avait un autre. Et il y avait une date. Une date, 1791, absolument. Ça, je m'y attendais, je m'attendais aussi à Rachid. Merci encore Sylvie Anne Goldberg d'avoir été avec nous pour passer ce moment dans le Grand Journal pour nous présenter ce grand livre d'histoire, Histoire juive de la France que vous dirigez aux éditions Albin Michel. Merci encore d'avoir été avec nous. Merci. Et vous pourrez rester avec nous.